d'accueillir avec ferveur Valentine Barnakian, présidente de la Fédération française de débat et d'éloquence. Mesdames et messieurs, alors avant de commencer ce discours introductif qui sera objectivement long, je vous préviens, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont permis de rendre ce championnat possible. Tout d'abord, un immense merci au président du tribunal de commerce de Paris, M. Sayer, de nous recevoir aujourd'hui, ainsi qu'à Mme Capellini pour l'aide et la logistique. Merci également à M. Emmanuel Bouville et au Cercle des magistrats pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Ce championnat n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide de mon incroyable co-responsable Tristan Roger, qui a toujours su écouter, répondre aux 1000 appels, changer 70 fois les sujets et me faire confiance. Mais aussi à tout le bureau de la FFDE, Inès, Marion et Léo, qui sont de loin la meilleure équipe que l'on peut connaître par leur présence, leur confiance et évidemment par leur éloquence. Mais également, merci à Arthur, à Clément et Maria Inès qui ont jugé avec nous et qui ont toujours répondu présents. Enfin, merci au jury d'être présent ce soir, aux orateurs et à notre oratrice, et aux orateurs et aux oratrices de toute l'année qui ont répondu, véritablement présents, qui ont tenté, qui se sont livrés, qui nous ont parfois détestés, mais qui auront su rendre honneur et hommage à ce championnat. Cette finale, elle vous est dédiée. Mais avant tout, il y a une idée communément acceptée que la prise de parole est accessible, qu'au fond, on a simplement à se lever, s'avancer, attraper le bâton de parole et parler. Parler longuement, lentement, ajouter des silences, quelques rimes, une petite blague, lire 35 livres sur la rhétorique, apprendre comment devenir le meilleur manipulateur avec 2 conférences et 3 livres payants. On a, communément, accepté que la parole perde de sa splendeur, qu'on cherche à être beau parleur plutôt qu'orateur, qu'on cherche de la reconnaissance plutôt qu'un véritable message avec un sens. Et surtout, on a accepté que l'éloquence soit réservée à des petits groupes, bien formés, avec des codes bien ancrés, pour faire toujours la même chose, pour dire toujours les mêmes vérités. Pire encore, maintenant, cette parole, on l'a monétisée. On la paye, on paye pour apprendre des codes, pour rentrer dans des groupes et se proclamer le meilleur orateur du monde. C'est devenu un concours. Un concours de qui fera le premier championnat, le premier concours, le seul concours en France. Mais l'éloquence dans tout ça, elle est restée enfermée dans une cage dorée. Le fond des discours, loin dans les abîmes, pas de message, pas de réflexion, alors à quoi bon payer et écraser les autres si on ne sait même pas simplement parler? Parce que savoir parler, c'est loin de 3 métaphores et 2 rimes. C'est savoir véhiculer un message. Faire de l'éloquence, c'est redonner aux mots un véritable sens. C'est être égoïste parce qu'on se libère, mais c'est être profondément altruiste parce qu'on cherche à libérer l'autre. Prendre la parole, faire des discours, se battre pour une cause, c'est un risque, un stress pendant, avant et après. Mais c'est avant tout se dire que nos mots touchent, ne serait-ce qu'une seule âme. Et là, ça sera une réussite. Parce que la prise de parole en public aujourd'hui, elle n'est pas aisément accessible. Nous ne sommes pas tous et toutes égaux devant ce petit bâton de parole. Nous n'avons pas tous et toutes les mêmes chances de pouvoir prendre la parole, pas les mêmes chances de pouvoir être écoutés, pas les mêmes chances de pouvoir être entendus. C'est devenu un privilège de faire écouter sa voix. Et le nier serait nier que toutes les voix n'ont pas le même écho. Parce que certaines sont invisibilisées, certaines sont diffamées, dénigrées, discriminées, muselées, censurées. Mais ça, c'est la preuve que nos voix peuvent réellement changer quelque chose. Parce que chaque lutte, chaque révolte se fait par un mot qui se passe, une idée qui survient, un espoir qui se crée, un silence qui s'interrompt. Alors ce soir, nous accueillerons une lutte à notre échelle, parce qu'il n'y a pas de petite lutte, il n'y a pas de petite cause. Il y a un devoir de révolte et une flamme qui sommeille en chacun de nous. Et nous donnons, avec nos moyens, une façon d'y répondre. On a tous des choses à dire, on a tous des choses à partager. Et ce championnat,
Il se veut engagé, il se veut libérateur. Alors depuis novembre, orateurs et oratrices ont pu aborder des sujets sur toutes les parcelles de la société, avec cette idée de si j'ai une tribune, un sujet, qu'est-ce que j'ai envie de crier au monde? Alors on a vu des plaidoyers exceptionnels, des voix se porter et résonner plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. On a entendu des discours réconfortants et des discours déchirants. Mais on a vu à chaque fois à quel point la parole pouvait être douloureuse, à quel point les mots prononcés pouvaient faire écho à des blessures. Et je ne vous dirai pas que c'est une défaite. Au contraire, c'est l'origine même de ce championnat. Ce championnat, il est né des blessures, en quête d'un endroit pour les atténuer, un pupitre où se reposer, un public pour les réconcilier. Pour moi, ce championnat, il est né dans un train, à un Paris-Strasbourg. Pour moi, ce championnat, il est né dans un siège de velours, face à un homme, face à un dilemme. Y laisser mon corps ou y laisser ma vie? J'y ai laissé mon corps. Et j'ai attendu, dans l'idée de simplement pouvoir survivre. Alors un moment, il a fallu courir, un moment, il a fallu trouver du savon et frotter pour que la saleté s'en aille. Mais tout ça se fut dans un silence assourdissant, parce que chaque mot était trop dur, chaque mot était trop réel, mais aussi parce que si je crie, qui écoutera? Alors ce silence, il fut long, il fut coupable et blessant, mais il était rassurant. C'est tellement plus simple de parler du truc du train que de parler d'une agression sexuelle caractérisée. Alors quand mon monde continue de tomber autour de moi, là je vois pareil. Et je vois toutes ces voix qui veulent s'exprimer, toutes ces voix qui veulent hurler, qui ont besoin de dire ce qu'elles ont vécu, de cracher la haine des autres, la peur du monde, l'angoisse de la foule, mais aussi de dire l'amour, de savourer cette respiration si profonde quand on passe de la survie à la vie. Mais toutes ces voix n'entrent pas dans un cadre institutionnel, parce que parler du malheur, cracher sur le bonheur, assumer le danger, mais tout ça, c'est tout sauf vendeur. Et aujourd'hui, on se retrouve ici, dans une salle exceptionnelle pour un événement loin de l'ordinaire, pour un championnat revendiquant cet engagement et laissant la place aux personnalités, aux orateurs et aux oratrices. Il serait illusoire de penser que ce genre de moment arrive régulièrement dans une vie. Alors ce soir, on peut le vivre ensemble sous la bannière de l'éloquence universitaire, mais ça, c'est une grande fierté, mais c'est qu'un quart de la réalité. Alors je laisserai mon très cher bureau présenter jury, thème, les orateurs, mais public. Avant de vous laisser, j'aimerais vous dire que si vous avez besoin un jour d'une tribune, que vous avez tant de choses sur le cœur, que vous voulez plaider pour vous ou pour l'humanité, que vous voulez dénoncer des crimes ou des génocides, que vous voulez crier votre amour ou que vous voulez parler de ces choses que l'on tait si facilement, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à la Fédération française de débat et d'éloquence. Nous serons votre tribune. Et je vous prie donc d'accueillir Monsieur Tristan Roger, responsable des championnats et co-responsable du championnat de plaidoyer. Mesdames, Messieurs, chers jurés, ce soir se présenteront face à vous 2 équipes et 6 orateurs dont le parcours et le talent, j'en suis sûr, ne pourront que vous impressionner et que je suis chargé ce soir de vous présenter. Afin de débuter ce débat, nous aurons l'école des jeunes orateurs qui nous proviennent de Strasbourg. Lors des phases finales, ils sont parvenus à vaincre les associations de Dauphine Éloquence, Révolte Toi Jean Monnet, puis Orateur Hens, pour à présent se dresser devant vous afin de tenter de remporter leur premier titre en championnat. Et pour commencer au sein de leur équipe, mais aussi pour démarrer cette finale, vous aurez le plaisir d'écouter une oratrice dont la grande force des mots égale celle de sa conviction, mais aussi qui saura immédiatement capter votre attention par sa prestance et sa présence. Inès. À la suite de ce départ en force,
Nous aurons un plaideur qui vous impressionnera non seulement par la qualité de son discours, mais également par sa capacité d'improvisation et de déstabilisation de ses adversaires. Un orateur qui saura consolider la thèse de son équipe et qui parviendra à vous convaincre par sa rhétorique, Arthur. Pour finir, du côté de l'EJO, s'élancera celui qui, durant tous les chocs, aura su minutieusement et intelligemment sanctionner les erreurs de ses contradicteurs, tout en faisant passer comme une évidence la thèse défendue par ses camarades. Une personne sachant faire preuve d'une immense capacité d'adaptation, ayant eu une grande progression, Charles. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une excellente équipe, mais attention, 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 car rien n'est encore joué, car elle fera face à un adversaire qui n'a rien à lui envier. Contre Strasbourg, je vous présente l'équipe de Parole de Hyène, qui nous provient d'Evry, et qui essaiera également ce soir de remporter son premier titre en championnat, après avoir successivement remporté ses chocs contre l'Ajoute de Vinci, EPF Éloquence et S'éveiller lors des phases finales. Et vous verrez que du côté de ce trio, cette finale démarrera également sur les chapeaux de roue, car pour commencer, vous ferez face à un orateur qui est assurément un bon plaideur, mais qui, encore plus important que cela, qui est un orateur qui vous parle. Sa justesse et ses arguments vous toucheront forcément. Voici Yacine. Le deuxième élément de cette équipe saura subtilement, en douceur et avec cœur, vous emmener dans l'océan de ses réflexions, toujours à trouver l'argument qui fait mouche, à la fin de l'envoi, il touche. Celui qui arrive toujours à apporter des éléments pertinents au débat, je vous présente Thomas. Et pour terminer cette finale avec autant d'impact et de talent qu'elle aura commencé, rien de mieux que ce plaideur plein de panache et de caractère qui mêlera simplicité terre-à-terre et complexité maîtrisée pour parvenir à tous vous charmer. Un orateur qui tire sa force de sa sincérité et de son franc-parler, Anis. Alors maintenant, on va passer à une partie un peu moins fun parce que du coup, je vais expliquer les règles. Parce que bon, faut bien les canaliser, hein, ces orateurs. Donc, voilà comment ça va se passer. Sur l'ensemble des 3 sujets, sur les 3 duels, un orateur de chaque équipe plaidera, avec d'abord celui à la positive, puis celui à la négative. Lors de leur passage, ils auront tous 5 minutes pour s'exprimer, avec une tolérance de plus ou moins 30 secondes, donc entre 4 minutes 30 et 5 minutes 30. Si un orateur ne respecte pas cette règle, alors le jury le sanctionnera au niveau des points et son équipe perdra une grande option sur la victoire finale. Personne n'aura le droit au chronomètre, mais des signaux sonores permettront de se repérer dans le temps. Un premier signal aura lieu à 4 minutes 15 afin d'indiquer que l'on rentre bientôt dans le temps réglementaire. Le signal sonore en question. À 5 minutes pile, il lui sera demandé de conclure, lui signifiant qu'il ne lui reste plus qu'un maximum de 30 secondes avant de finir sa plaidoirie. Puis à 5 minutes 30, l'orateur sera coupé et devra immédiatement cesser de s'exprimer afin de ne pas être sanctionné donc par le jury. À l'issue de chaque plaidoirie se déroulera le moment de l'affrontement. Le contradicteur de chaque orateur se lèvera pour lui poser une question à laquelle l'orateur aura jusqu'à 30 secondes pour lui répondre. Par la suite, le contradicteur aura lui aussi jusqu'à 30 secondes afin de réfuter les éléments de réponse qui auront été apportés. Et pour finir, l'orateur aura de nouveau 30 secondes afin de revenir sur les réfutations qui a été faites par son contradicteur. Enfin, pour décider de l'équipe qui remportera cette finale, 5 points seront répartis par les jurés. Tout d'abord, 1 point sera accordé à l'équipe ayant eu la meilleure cohérence argumentaire globale. Ensuite, l'orateur ayant été désigné comme meilleur orateur et celui ayant été désigné comme meilleur orateur lors d'un affrontement rapporteront chacun 1 point à leur équipe. Et enfin, pour les 2 derniers points, ils seront attribués à l'équipe ayant remporté au moins 2 des 3 duels, donnant comme score possible soit 3-2, soit 4-1, soit 5-0. Donc voilà, maintenant que les bases ont été posées, je souhaite donc très rapidement féliciter les orateurs pour leur parcours jusqu'ici, remercier le public et les jurés pour avoir répondu présent aujourd'hui, et également, comme Valentine, remercier l'ensemble du bureau pour cette année, et du coup en particulier toi Valentine, pour avoir pu faire ce championnat avec moi, l'avoir remanié, avoir imaginé tout ça tous ensemble, donc j'étais très très content et très honoré. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec la suite des présentations, et j'espère que vous passerez toutes et tous une excellente finale.
À présent, je accorde la parole à Marion Mény, vice-présidente de la Fédération française de débat et d'éloquence. Mesdames et messieurs, il est des soirs où les mots ne se contentent pas de convaincre. Ils dansent, ils frappent, ils percent. Des soirs où la parole affûtée comme une lame s'élève au rang d'armes ou d'œuvres. Ce soir est de cela. Les finalistes que vous entendrez dans quelques instants s'apprêtent à croiser le fer, mais avec grâce. Ils ne manient pas l'épée, mais les idées. Pas de bouclier, seulement leur courage de parler et de vous émerveiller. Mais avant que ne commence cette grande finale, permettez-moi de vous présenter ceux qui auront la redoutable tâche de juger. Un jury d'exception, composé d'oreilles fines, de regards aiguisés et d'esprits affûtés. Notre premier jury n'en est pas à sa première visite de notre belle FFDE. Je pourrais même dire qu'il devient un habitué de la maison. Plaideur au procès de Judas, au procès de Catherine de Médicis et au procès de la révision constitutionnelle de 1962. Maître Daoud, fondateur et associé du cabinet Vigo, nous honore à chaque fois de sa présence et de son éloquence. Il est un avocat d'exception et il est un plaideur hors pair. Mais il sera aussi un juré redoutable, car ce soir est son premier soir de l'autre côté. Il n'aura plus à plaider, mais à écouter. Mesdames et messieurs, Maître Emmanuel Daoud. Notre second jury est également avocat, mais c'est la première fois que nous l'accueillons à l'un de nos événements. Avocat, médiateur certifié, diplômé de HEC, il fonde en 2004 Aliénakian Avocat. Son excellence est chaque année depuis 2012 saluée par les guides de référence comme Décideur Magazine. Vous l'aurez compris, il conseille, il structure, il défend et ce soir, il jugera. Ce soir, il découvre la FFDE avec son regard neuf et affûté et nous ne pouvons pas être plus honorés. Mesdames et messieurs, Maître Jean Masken Aliénakian. Enfin, le dernier membre de ce jury n'est pas un avocat, mais il est maître dans l'art de manier les mots, de poser les bonnes questions et surtout d'écouter. Diplômé de Sciences Po Lille et journaliste de terrain, il est prodige dans l'art d'observer et de capter l'essentiel. Un souffle, un mot, une intonation un peu trop prononcée, rien ne lui échappe. Ce soir, il met ses talents et son regard affûté au service de l'éloquence et nous sommes fiers de l'avoir parmi nous. Mesdames et messieurs, Monsieur Clément Rabu. Ce soir, nos finalistes vous le prouveront, ils ne savent pas seulement bien parler. Ils savent faire passer une idée, une émotion, une conviction. Ils savent toucher, bousculer, faire réfléchir. Car l'éloquence, la vraie, ne cherche pas à avoir raison à tout prix, elle cherche à faire entendre une voix. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Madame Inès Gacon-Kerroy, secrétaire générale et responsable de cohésion de la Fédération française de débat et d'éloquence. Mesdames et messieurs les membres du jury, je suis ce soir celle qui est censée lever le voile sur le mystère de ce sujet. Ou autrement dit, pourquoi diantre la FFDE nous enferme au tribunal du commerce dans une salle où il fait 40 degrés. J'en regrette presque Catherine de Médicis et les 10 degrés dans l'église. Lorsque j'ai entendu pour la première fois ce sujet, j'ai pensé à Pina Bausch, danseuse et chorégraphe ayant sorti la danse des codes classiques stricts pour contribuer à son versant contemporain. Clamant, dansez, dansez, sinon nous sommes perdus. Mais il manquait quelque chose. Et je me suis alors souvenu des paroles de Thomas Paine. S'il devait y avoir une guerre, qu'elle ait lieu de mon temps, afin que mon enfant puisse connaître la paix. J'ai la ferme conviction que ces deux citations ne sont pas revenues à mon esprit par une simple coïncidence. Elles illustrent ma vision du monde actuel, mon sentiment d'impuissance, mais aussi mon exaltation et besoin d'évasion. Elles semblent être des étoiles contraires et pourtant elles se complètent. Et vous tous ici aurez différentes citations à proposer, mais une chose restera, je l'espère ce soir, c'est que l'art et la guerre seront liés. L'éloquence est un art. L'art de bien parler, de mettre la plume au service du verbe, de déclamer.
elle peut être belle et aussi fade, succulente à entendre, mais amère à écouter. Mais jamais nous ne vous cuisinerons de l'éloquence fade. Ni nous, ni nos orateurs et oratrices s'étant hissés jusqu'ici par la force de leurs mots, mais surtout par le courage de leur engagement. Cette finale sera différente des précédentes, parce que ce thème est plus important que les précédents. À l'heure où nous parlons, l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie se poursuit depuis 2 ans et 4 mois. Les guerres en République démocratique du Congo et au Soudan ne cessent de laisser derrière elles une marée de civils massacrés, des femmes et des filles violées, tous et toutes oubliés. Ils ne sont pas les seuls oubliés. Qu'en est-il du sort des accusés des procès fantasques de Bakou? La communauté internationale s'est-elle émue de l'annexion et du nettoyage ethnique de la République d'Artsakh? A-t-on jamais condamné les jeunes Turcs pour le génocide des Arméniens? Laisserons-nous un nouveau génocide advenir en Palestine, par manque de courage, par intérêt géopolitique et financier, ou par pure intolérance? Le XXIe siècle était censé être celui de la paix. Alors face à ce constat du retour du machiavélisme, il nous a semblé crucial de questionner la place de l'art dans la guerre. Y a-t-il un art de la guerre? L'art peut-il représenter la guerre? A-t-il un devoir de la représenter? L'art pourrait mettre fin à la guerre? Et même si ces questions semblent purement théoriques, futiles ou idéalistes, nous tous vous clamerons ce soir qu'il n'en est rien. Il peut être un remède à l'inaction, un appel urgent à l'aide, ou une dénonciation du silence actuel, de la violence troublante, du manque d'empathie et de l'intolérance grandissante. Ou pas. L'art n'est-il que l'apanage des puissants? Ou peut-il libérer et servir les opprimés? Ce n'est pas à moi de répondre ce soir, mais j'ai une grande confiance en nos orateurs et notre oratrice pour vous illuminer. Et puis enfin, il y a une ambition un peu méta aussi. Si l'on considère nos orateurs et oratrices comme des artistes, ce que nous faisons, il est assez cocasse de leur demander si leur art peut être utile dans la guerre. Comment l'art de ces derniers rencontrera la guerre ce soir, loin des lignes de front et des souffrances des civils? Nous vous le confions, pour nous ce soir il s'agit d'une tribune. Pour nos orateurs et notre oratrice bien sûr, mais surtout pour ceux que l'on n'entend plus, qui ont été réduits au silence par des jeux binaires de chefs d'État ou par notre propre indifférence. Ils et elles ne les remplaceront jamais, ces voix étouffées. Mais ils et elles seront leurs catalyseurs. Ce soir, ils seront les voix des Ukrainiens, ils seront les voix des Congolais, ils seront les voix des Soudanais, ils seront les voix des Arméniens, ils seront les voix des Palestiniens. Alors, mesdames, messieurs, que l'art resplendisse afin que plus aucun de leurs enfants ne connaisse la guerre. Mesdames et messieurs, pour commencer ce final, parce que oui, c'est plutôt sympa de nous entendre parler, mais je ne suis pas sûre et certaine que vous êtes venus pour nous. Mais on a quand même 1 an de travail, donc on mérite ce discours. Donc pour commencer, je retrouve à la positive pour le JO, Inès. Je suis né soldat. Pas héros, pas bourreau, pas martyr, juste pion sur un échiquier sanglant, juste corps parmi les corps. Et ce soir, je viens vous parler d'art, de mon art, de l'art de la guerre. L'art, dit-on, est l'expression volontaire des intentions ou des émotions humaines par la technique. Et quoi de plus technique que la guerre, une lutte organisée et violente à des fins politiques.
Maintenant, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Ne détournez pas les yeux de mon art, j'y ai passé beaucoup de temps. Un art avec ses règles, ses écoles et ses traités. Un art avec ses formes, ses codes et ses maîtres. Un art qui ne peint pas d'étoiles, mais des paysages en ruine. Un art qui ne découpe pas le marbre, mais des corps. Un art qui ne compose pas avec les notes, mais avec le sang, les cris et les silences. Sun Tzu, allons-y, je sais que vous l'attendiez comme un réflexe pavlovien dans ce genre de joute. Connais ton ennemi comme toi-même. Punchline validée par les écoles de commerce, citation surlignée, page cornée. Mais dans ma tranchée, quand le sol pue la mort, quand je tiens une photo de ma fille dans une main et mon arme dans l'autre, je ne veux pas connaître mon ennemi, je veux juste rester vivante. Alors la guerre est un art parce qu'elle a ses artistes, ô combien grandioses. Macron et Biden, les stratèges suaves, qui vendent des rafales comme on vend des toiles de maître, avec toujours ce petit rictus et une bonne poignée de main. Poutine, qui annexe comme on expose, son style brutaliste. Une touche de Tchétchénie, un retour d'Ukraine, un soupçon de Géorgie, ses musées, Boutcha et Mariupol. Assad, l'artiste maudit, il peint au chlore, grave au napalm, il laisse ses fresques s'étendre sur les murs d'hôpitaux. Ils sont là, tous, en costume, stylo Mont-Blanc dans la main, et ils signent leur chef-d'œuvre d'horreur. Et la guerre est un art, car elle s'apprend, et surtout elle se perfectionne. À Saint-Cyr, à West Point, dans les amphithéâtres climatisés des académies militaires, on y parle stratégie, frappe chirurgicale, dissuasion douce, neutralisation préventive, mais jamais de hurlements, jamais de membres arrachés, jamais de yeux d'enfants qui ne clignent plus. Règle numéro 1, surtout, ne pas en parler. Et je suis ce soldat. Vous savez, celui que vous ne regardez pas, celui dont vous scandez le nom à l'arc de triomphe, mais dont vous oubliez la voix. Et je le dis, haut et fort, oui, il y a un art de la guerre, et je suis un de ces pinceaux. Vous savez, l'abîmer au fond du pot, celui dont vous ne voulez pas. Un art aux matériaux nobles, uranium appauvri, chair humaine et poudre noire. Un art au pinceau, drone, tank, mots. Et oui, les mots sont les plus efficaces, sinon je ne serai pas là. Pas massacre, mais pacification. Pas invasion, mais conséquences graves. Pas guerre, mais opération extérieure. Et la guerre est une mise en scène. Eux, les dramaturges, clament « Toi, civil, tu seras décor pour cette pièce et pour toutes les autres. Soldats, figurants, occidentaux, applaudissements silencieux. » Alors oui, la guerre est un art. Mais c'est l'art des puissants, pour que les faibles se taisent. Un art codifié, monétisé et surtout légitimé. Un art que l'on vend en salon. Le Bourget pour les avions, Eurosatory pour les armes. On s'y promène comme dans une galerie. On commente, on admire, on achète. Très belle ogive, ministre, très classe, très sobre, très subtil. Art contemporain, drone et enfants afghans sur tableau blanc. Et vous vous demandez sûrement, et moi, dans tout ça? Eh bien, je suis une œuvre d'art. Le soldat sculpture, le soldat jetable. Et pourtant, ce soir, j'ai décidé de reprendre tous mes pinceaux. Parce qu'il y a bien un art de la guerre, mais il y a surtout un art contre la guerre. L'art de briser le récit, l'art de dire non, l'art de faire tache sur leur tableau trop propre. Alors moi, j'écris avec mes tripes, je parle avec ma douleur, je récite les morts, je trace les traits rouges sur leur carte bleue, je rature leurs plans, je suis le contre-artiste. Je suis ce cri qui s'accroche à la gorge, je suis ce fusain dans les mains d'un enfant en Syrie, je suis cet opéra dans les ruines de Khartoum, je suis cette caméra dans les mains d'un journaliste à Kiev. Je suis l'art de la guerre inversée, je suis l'art de la paix. Alors oui, il y a un art de la guerre, mais ce soir, l'art, c'est notre arme. Nous la tenons en main, nous visons leur récit, nous tirons sur leurs mensonges et surtout nous repeignons le monde. Et croyez-moi, je ne signe pas des ordres, je signe des refus. Je ne tue pas, je déshonore la guerre. Je ne fais pas de chefs-d'œuvre, je fais des chefs d'horreur avortés. Ils ont fait de la guerre un art,
Moi, je fais de l'art un refus. Y a-t-il pour vous quelque chose qui soit dépourvu d'art? Alors effectivement, tout n'est pas art. Je l'ai défini dans ma définition. Par exemple, votre nièce qui vous fait un dessin que vous trouvez plus ou moins beau, ce n'est pas de l'art. Elle ne maîtrise pas encore les techniques, même si l'intention y est. Plusieurs points. Vous définissez l'art comme quelque chose qui s'apprend, une expression par la technique. Je pense que le dessin de votre nièce est déjà quelque chose qu'elle a apprise et qu'elle cherche à exprimer. Ensuite, vous dites que l'art est surtout contre la guerre, mais d'après votre thèse, l'art est une composante de la guerre, donc on déduirait que la guerre s'autodétruit, ce qui est absurde. Je pense que la guerre plutôt s'auto-alimente. Aussi, la métaphore filée que vous faites pour rapprocher la guerre et l'art, finalement, on peut la filer pour rapprocher tout. Dans ce cas-là, tout est de l'art, donc rien ne l'est. Et la question... D'accord, donc il n'y a pas de question. Effectivement, vous considérez donc que tout est de l'art et que la guerre s'autodétruit, mais ce n'est pas ce que je dis dans mon discours. Je dis justement que l'art est un moyen, l'art est une arme. C'est justement grâce à ce moyen qu'on parvient de faire de la guerre un art. Merci beaucoup Inès. À la négative, pour Parole de Yen, sur toujours le sujet y a-t-il un art de la guerre, j'appelle Yassine. La réalité n'est pas un film hollywoodien. Dans la vraie vie, si une bombe menace d'exploser, on ne verra pas Tom Cruise sauter d'un toit pour la désamorcer. Non, dans la vraie vie, si un hôpital s'écroule sous les obus, on ne verra pas Tom Holland tisser une toile pour attraper les débris. Et dans la vraie vie, si le soldat Ryan tombe au combat, il ne pourra pas compter sur le sauvetage de Tom Hanks, non. Le soldat Ryan meurt dans une guerre dont les intérêts ne sont pas les siens, dans un combat qu'il ne comprend pas, orchestré par des gens qui ne combattent pas, mais qui jettent volontiers Ryan en pâture, en enjolivant le tout avec de la romance. Ah oui, c'est toujours plus facile de dire que Ryan s'en va pour la liberté, plus vendeur que de dire qu'il s'en va pour du pétrole. Alors, à qui profite le crime? À qui profite la guerre? À qui profite la manière dont on la romance dans ses causes, dans ses effets, et maintenant dans sa manière, parce qu'on parle d'art de la guerre. Art de la guerre. Art. Mais il n'y a pas d'art de la guerre. Il y a des stratagèmes de guerre, des protocoles, des méthodes. Il y a des techniques de guerre. L'optimisation logistique, la programmation obéissent à une quête d'efficacité technique. Et de l'autre côté, les mécanismes de résilience qu'on peut développer tant comme victime que comme bourreau sont des réponses humaines à des contextes inhumains, des mécanismes de défense psychique. Et dans tout ce portrait-là, le terme que l'on retient, c'est art. Pourquoi parle-t-on d'art, pas simplement de technique? En réalité, les mots art et technique sont quasiment interchangeables. Ce qui les différencie, c'est leurs évocations. Quand on parle d'art, on croit dépasser son enveloppe, alors que quand on parle simplement de technique, on croit s'y restreindre. Et l'art considère nos limites comme un support. La technique considère nos limites comme une contrainte. L'art sonne spirituel. La technique sonne plus froid, machinal,
désincarné. Alors, on parle toujours d'art. Parce que art enjolive, il maquille, il rend glamour, parfois ce qui devrait rester insoutenable. Surtout, une œuvre d'art ne naît pas de la guerre, elle naît malgré la guerre. Alors raccoler l'art à la guerre est une perversion, une manipulation, un plan marketing, une fumisterie. Si le livre de Sun Tzu ne s'était pas appelé l'art de la guerre, mais la méthodologie du conflit, il n'y aurait pas eu autant de ventes. Et cette façon que l'on a de romancer la guerre dans tous ses aspects nous pousse malheureusement à des dérives, à alimenter les guerres de demain. Les parades, les défilés, les commémorations, les médailles, les drapeaux, les hymnes, les discours calibrés, les caméras bien placées, les drapeaux, les statues polissées qui enrobent le sacrifice de gloire, qui maquillent la violence en bravoure. Et bien, les dérives les plus extrêmes de tout cela, c'est que passé un stade, on risque moins d'honorer les morts que de préparer les suivants. Oui, la ligne peut être fine parfois entre l'hommage aux morts et la propagande pour les vivants, entre le recueillement et le recrutement. Et mener des guerres dans la continuité de ceux qui les ont menées avant soi, on peut appeler ça de manière romantique un transfert de flambeau. J'appellerais tout aussi bien ça une pyramide de Ponzi. Il y a des pyramides de Ponzi dont on devrait se passer. D'autant plus que des guerres à mener, on en a déjà trop. Les guerres d'ego, les guerres intérieures, le genre de guerre que l'on mène pour être en paix avec soi-même quand on est troublé, voire atteint de névrose. Là, il me vient une question. S'il y a un art de la guerre, alors est-ce que toute personne en guerre contre elle-même est une artiste? C'est absurde. Parce qu'il n'y a pas d'art dans le chaos intérieur. Il n'y a pas de mise en scène dans la confusion. Il n'y a pas de message à transmettre, juste une douleur à supporter. Et quand bien même on parvient à en faire une œuvre, ce n'est pas la guerre qui est artistique, non, c'est ce qui reste après, le peu de choses que l'on parvient à sauver. La vérité n'est pas un film hollywoodien, non. Dans la vraie vie, il n'y a pas d'art de la guerre. Il n'y a que la guerre et des humains qui font ce qu'ils peuvent pour survivre à ce qu'elle détruit. Merci beaucoup. Je vais inviter sa contradictrice à venir vouloir poser une question. La guerre est une barbarie, ce que je conçois. Mais c'est justement la plus grande barbarie, c'est d'avoir réussi à en faire de l'art. Je vais vous dire une chose. En réalité, soyons clairs, l'art est un sujet millénaire. Désigner de l'art, on peut tous le faire, et chacun peut voir l'art à sa porte. Parce que c'est une question de subjectivité et de consentement à un sujet. Donc, si on tient à voir de l'art dans la guerre, la question c'est pourquoi et les effets que ça a. Parce que si vous me dites qu'il y a de l'art dans la guerre, concrètement, à part vous dire non et argumenter, vous aurez la liberté de le faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir les effets. Effectivement, mais en excluant l'art et la guerre, vous considérez intrinsèquement que l'art doit nécessairement être beau. Absolument pas. L'art peut être médiocre. L'art peut être d'une laideur. Par contre, le danger qu'il y a quand on dit que dans la guerre, il y a un processus artistique, c'est qu'on confond tout. La guerre se dresse comme une destruction, tandis que l'art s'épanouit dans son processus de création. Et si on considère qu'il y a de l'art dans la guerre, autant dire qu'on peut voir de l'art dans tout, donc il n'y en a nulle part. Et à ce moment-là, par l'usage du mot art, on arrivera à transmettre des messages qui sont dangereux. Merci beaucoup Inès et Yacine. Sur le deuxième sujet, à la positive, pour l'école des jeunes orateurs, j'appelle Arthur. Le sujet étant, l'art est-il une arme ?
J'ai étudié le dessin à l'école de la rue Madame, puis à l'école Boulle, avant de commencer à dessiner pour la presse écrite dans les années 70. J'ai voué ma vie à l'art de la caricature et j'en ai fait une arme contre le terrorisme. J'ai payé ma vie de mon art le 7 janvier 2015. Je suis Tinius. Je suis Charlie. Cher jury, je vais d'abord vous poser une question. Pourquoi tuer un artiste? Pour ses œuvres. Mais qu'ont-elles de si spécial, ces œuvres? Ne sont-elles pas de simples caricatures? Non. Sinon, il n'y aurait pas eu d'attentat. Ce sont des armes politiques qui sont venues heurter une idéologie radicale. Et pour cela, 12 personnes ont été tuées. Et rien ne peut justifier cela. Enfin, pas pour certains. D'après Al-Qaïda, en 2015, je cite, « Quant à la bénie bataille de Paris, nous, l'organisation d'Al-Qaïda Al-Djihad, revendiquons cette opération comme une vengeance pour le messager de Dieu. » Cela démontre une chose. L'art dérange, il choque, il attaque, mais surtout, il combat. Alors, cher jury, je vous repose la question. Pourquoi tuer un artiste? Pour le désarmer. Et certains froncent déjà les sourcils. L'art ne blesse pas physiquement, il ne tue pas. Pourtant, on vous dira que c'est le propre d'une arme. Mais une arme, c'est bien plus que ça, c'est bien plus qu'un objet. C'est un moyen qui permet de se défendre ou d'attaquer. Une arme, c'est tout ce qui frappe les esprits, tout ce qui impose une pensée. Et l'art, par sa charge symbolique, émotionnelle et politique, est bien de celle-là. Par exemple, chers avocats, parlementaires et politiciens en herbe dans cette salle, nul besoin de vous expliquer pourquoi votre art oratoire est une arme. Vous l'utilisez pour attaquer les musulmans comme Retailleau ou pour vous défendre de fausses accusations sur les parlementaires fictifs. Pour les avocats, je comprends. Pour les politiciens, je comprendrai plus tard. Mais l'art ne sert pas seulement à dénoncer. Car s'il y a un art de la guerre, comme ma collègue vous l'a dit, il y a aussi la guerre par l'art. Et c'est toute la dualité de l'art, il ne suit aucune morale. Il est simplement assujetti aux fins de celui qui l'emploie. Et dans la guerre, beaucoup ont compris qu'il fallait mieux influencer 1000 personnes qu'en menacer une seule avec un couteau. Car lorsqu'il est au service du pouvoir, il est le premier canal de la propagande. Et oui, Yacine, romancer la guerre, c'est une arme puisque c'est de l'art. Il convainc, dans les années 30, qu'Hitler est un héros de guerre et que les Juifs sont une race inférieure, bons à pourrir dans les camps. Comment? Le cinéma de Riefenstahl, la propagande de Goebbels. Il convainc les Américains de s'engager dans l'armée, même très jeunes. Comment? Mickey, de Walt Disney, ou le « We want you » de l'oncle Sam. Il convainc de travailler avec acharnement en URSS par les statuts de l'Homo soviéticus et le mineur Stakhanov. Oui, l'art convainc, il est une arme de conviction. Cependant, précisément parce que l'art est malléable, il peut aussi être guidé par le juste. L'art est une arme, car il est ce qui reste quand tout a été confisqué. Et surtout, il rend visible ce que les puissants voudraient invisibiliser. La critique de l'oppression, portée par La Fontaine jusqu'à Tupac, l'émancipation des captifs afro-américains qui ont inspiré le blues, l'engagement contre la guerre de Picasso et son Guernica jusqu'à Clochetek et sa photo Napalm. Cher public, l'art peut aussi être une arme, je pense, plus personnelle, face à la maladie. Le piano contre Alzheimer, le tango contre Parkinson. Mais je pense qu'il peut aussi être l'arme d'une guerre intérieure.
Et dans cette guerre intestinale, parfois ni les médicaments, ni les diagnostics, ni les autres ne peuvent nous empêcher de baisser les armes. Il arrive que seul l'art puisse nous armer pour trouver la paix. Et cela, cher public, personne ne pourra nous l'enlever, personne ne pourra me l'enlever. Merci beaucoup. Je vais demander à son contradicteur de bien vouloir se lever, se mettre au milieu et poser une question. Monsieur, vous parlez de celui qui emploie l'art. Qu'advient-il de celui visé par l'art? Eh bien justement, et c'est là toute la complexité de ce pourquoi l'art est une arme, excusez-moi. Celui qui est visé, c'est les peuples pendant la guerre, qui sont l'objet de la propagande. Et c'est encore plus dangereux que ça, puisque quand l'œuvre disparaît, la conviction, elle, peut demeurer. On va éclaircir le point tout de suite. Il y a une vraie différence entre celui visé par l'art et celui visé par l'arme, car celui visé par l'arme n'a pas le choix. Il n'y a aucun rapport de consentement. Devant combien de statuts sommes-nous passés indifférents? Monsieur, lorsque vous serez visé par cette arme, vous n'aurez pas le choix. Alors, je vais vous raconter une histoire parce que j'ai pas votre prétention. Je suis parti en Israël réaliser un documentaire. Quand j'en suis revenu, j'ai été influencé par cette propagande. Et quand bien même j'en avais conscience. Une arme, c'est pas toujours quelque chose qu'on voit arriver. C'est aussi quelque chose, c'est un outil qui nous fait nous contraindre, et parfois insidieusement. Merci beaucoup. Je vais donc appeler à la négative pour Parole de Yen à bien vouloir se lever et aller au pupitre. Toujours sur le sujet, j'essaie de combler le vide pour toujours sur le sujet l'art est-il une arme? À la négative, Thomas. Messieurs du jury, ce soir, j'ai, comme qui dirait, très envie de vous mettre une grosse patate dans la bouche. Rassurez-vous, tout va bien, chacun aura le droit à sa grosse patate dans la bouche. Parce que je le sais, il commence à se faire tard. Et peut-être commencez-vous à avoir faim. Alors une pomme de terre, juste de quoi raviver le palais, de quoi se rassasier, d'arriver, vous savez, à ce sentiment-là de satiété, rien de tel pour aller mieux. Car oui, messieurs, je ne vous veux que du bien. Et j'espère que vous n'avez pas cru le temps d'un instant que je vous voulais autre chose que cela. Parce que, entre nous, une pomme de terre, ça n'a rien d'offensif. Enfin, à moins que je commence à en prendre une pour vous la jeter au visage, sinon, ça ne fait pas de mal. Mais alors, ça nous pose une question. Est-ce que parce qu'une chose est utilisée comme une arme, on peut dire que cette chose est, par origine, une arme? Est-ce que, parce que je vous jette une pomme de terre à la figure et qu'elle vous blesse, on peut dire que la pomme de terre, le légume, c'est une arme? Si vous pensez que oui, alors allez le dire à tous les cultivateurs de France et allez leur dire que dans leur jardin, leur potager est en vérité une armerie. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Mais c'est l'erreur qu'a fait mon contradicteur aujourd'hui, en venant nous dire que on pouvait utiliser l'art comme une arme, alors l'art était une arme. Mais c'est trop simple. Parce que dans ce cas-là, tout est une arme. Puisqu'on peut tout utiliser comme une arme. Le bonheur est une arme. La beauté est une arme. Et monsieur, vous avez beau être très beau, vous n'êtes pas pour autant un avion de chasse. Mais, mesdames, messieurs, c'est tout de même assez dangereux que de penser cela.
Parce que si on commence à dire que tout ce qui peut être utilisé comme une arme est une arme par nature, alors on dit que l'art est une arme. Et donc que l'art vise à blesser, à tuer. Car oui, monsieur, vous avez un petit peu quand même enfermé la définition de l'arme dans ce carcan. Sauf qu'en vérité, l'arme, ce n'est pas ce que vous avez dit. L'arme, ça tue. L'arme, ça blesse dans l'imaginaire collectif. Demain, si je vous parle d'une arme, vous savez à quoi je fais référence. Et aujourd'hui, si on dit que l'art est une arme, alors on dit à toute une génération d'artistes que lorsqu'ils vont s'initier à l'art, ils devront le faire avec un but violent, avec un but de blesser, de tuer. C'est cela l'image que l'on renvoie à tous ces prochains artistes en disant que l'art est une arme. Je le vois. On le voit. Notamment dans l'art qui nous rassemble un petit peu tous aujourd'hui, l'art oratoire. On a de plus en plus de jeunes qui viennent parce qu'ils voient Pierre Faury sur TikTok et donc ils se disent que « Oh, je veux faire pareil !» Et puis une fois arrivés dans ces associations, on leur dit que l'art oratoire, c'est un duel de mots, une joute verbale, un combat d'idées. Joute, duel, combat. N'est-ce pas là le champ lexical de la guerre? Or, ce n'est pas ça, l'art oratoire. On n'est pas obligé de dialoguer avec dualité. On peut aussi dialoguer avec fraternité, ensemble, vers un objectif commun. Mais en donnant cette petite graine et en la plantant dans l'esprit des jeunes qui commencent l'art, on leur dit qu'ils n'ont pas le choix. Que l'art, c'est comme ça et pas autrement. Vous savez, l'art, notamment l'art oratoire, c'est pas une arme, c'est une force. Mais c'est à vous, mesdames, messieurs, d'en faire bon usage. Aujourd'hui, vous venez réduire l'art à l'arme. Et vous me le dites au monde, mais vous me le dites aussi à moi. Ça me vexe un peu plus. Parce que moi, j'ai jamais été très bon dans l'art. Hein. Je veux dire, à l'école primaire, j'étais plus de ceux qui mangeaient leurs crayons plutôt que de ceux qui dessinaient avec. Mais un jour, j'ai plus eu le choix. Un jour, j'ai dû m'y faire. Une soirée, dans une cuisine mal rangée, à peine éclairée, lorsque elle était en face de moi et qu'elle me disait que demain, elle ne serait plus là. Sa grande guerre à elle était psychologique. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Rien. J'avais pas les mots. J'avais rien. Alors, je suis arrivé à Évry-Courcouronnes pour découvrir l'art oratoire et pour en faire, et pour me protéger et la protéger de cela. Pas avec une arme, avec un bouclier qui n'a rien à voir. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, si on utilise l'art, c'est justement pour ne pas prendre les armes. Merci beaucoup. Je vais demander à son contradicteur de se lever, de poser une question. Bon, à vous entendre, l'art ne sert qu'à tuer. Alors que faites-vous des armes psychologiques? Alors du coup, je vais reformuler la question pour que ce soit clair pour tout le monde. Il a dit l'art, veut dire l'arme, l'art ne sert qu'à tuer. Les armes psychologiques, donc aussi, servent à tuer. Tout ça, on parle d'armes, on ne parle ici absolument pas du sujet, à savoir l'art. Non, mais parce que vous définissez l'arme comme quelque chose qui ne sert qu'à tuer. Pourtant, une arme psychologique, ça ne tue pas, ça contraint. Et l'art est une arme psychologique, puisqu'elle contraint insidieusement, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, oui, votre définition, elle me pose un petit problème. Ben, j'en suis désolé. Ah. J'en suis désolé. Selon monsieur, l'arme psychologique ne tue pas. Je ne vais pas citer son nom, hein. Mais moi j'en connais une qui, à cause de cette arme psychologique, l'a pris, cette lame, pour dessiner avec et pour écrire avec les dernières lignes de son histoire sur son avant-bras. Alors si, monsieur, elle existe et elle tue, l'arme psychologique. Merci beaucoup, Thomas et Arthur. Et donc maintenant, nous allons passer au dernier tour pour eux, JO. Et donc avec
Charles pour traiter du sous-thème, c'est-à-dire l'art et la guerre. Donc pour le sous-thème, il n'y a pas de position positive, négative, mais juste de défendre la thèse commune. Donc voilà, je vous présente Charles pour l'art et la guerre. Il a le regard sombre, ce gosse en uniforme, sur cette photo déchirée. À son dos, j'y trouve inscrit « Enrôlé de force à 16 ans, mort à 17 ». Tel est ce bout d'art qui immortalise mon aïeul. Alphonse n'était pas un artiste, mais un simple soldat. Coincé dans les rouages d'une discipline codifiée, malgré lui, il fut victime de l'art de la guerre. Cette guerre, l'Alsace en constate les stigmates tous les jours. Des noms de nos rues qui sonnent tant germaniques, à la langue des anciens dont je ne comprends rien, l'alsacien. Ainsi, la guerre laisse des cicatrices, des scarifications sur les terres, sur les corps, mais plus encore, sur les cultures que l'art relate au fil du temps. Dans la guerre d'abord, tantôt vecteur de propagande, tantôt porteur de résistance, l'art va et vient, clivant, arme de persuasion, divagant entre portrait de Mussolini et Bella Ciao, entre cinéma de Leni et art dégénéré, entre razzia franquiste et Guernica. Il ne cesse d'exprimer les intentions et les émotions des hommes par la maîtrise. Et il n'est pas partout, Yacine. Il est simplement là où il faut. Puis, plus tard, ce ballet stratégique et sanglant est repris, capté, transfiguré par des œuvres comme Civil War. L'art de la guerre est mis en scène, sublimé, non pour célébrer la violence, mais pour en dévoiler la chorégraphie. Alors oui, l'art puise dans la guerre, limite parfois, mais ce faisant, il la dépasse, il la transforme, il en fait un objet réflexif et bouleversant. Ainsi, même l'art de la guerre, froid, méthodique, implacable, peut devenir matière de création. Et c'est alors que j'ai compris. L'un et l'autre, l'art et la guerre, comme un yin et un yang, s'entrelacent dans une tension permanente. Ils s'opposent, se complètent, s'interpénètrent. À première vue, et c'est l'erreur que vous avez faite, tout les sépare. L'un bâtit, l'autre détruit. L'un élève l'âme, l'autre l'écrase. Mais ce serait céder à une illusion manichéenne que de croire l'art entièrement pur et la guerre entièrement sale. L'art aussi peut être une arme. La violence, la domination. La guerre, elle, en revanche, peut être mise en scène, désirée, voire même fétichisée. Car si l'art prend part à la guerre, s'il l'imite, la dénonce ou l'exacerbe, il en garde aussi les cicatrices. Et c'est là, dans la mémoire qu'il conserve, que se révèle toute sa puissance. L'art peut devenir la mémoire de la guerre. Une mémoire vive, chaude, tangible. Il permet de retranscrire les émotions, de donner une voix à ce que la guerre a détruit et cherché à éclipser. Là où les bombes tombent ou les livres brûlent, l'art mémorise. Là où les fusils parlent et les pinceaux se taisent ou se plient, l'art, lui, prend note. Il permet l'empathie,
l'intérêt, et donc endigue l'oubli. Primo Levi vous le direz mieux que moi. Comment lire si c'est un homme sans être frappé par l'horreur de la Shoah? Comment voir nuit et brouillard sans être frappé par l'horreur de l'indicible? L'art est le greffier de la guerre et le vecteur de la résilience des hommes. Il transforme l'exécrable en expression, l'impensable en exposition, l'invisible en sensation. C'est une condition nécessaire et non excluable au « plus jamais ça ». Alors que la guerre divise les hommes, l'art, lui, divise la guerre. Il la montre, il la glorifie, il la détruit. L'art fait la guerre à la guerre. Merci beaucoup. Je vais demander à son contradicteur de bien vouloir se lever, d'aller au milieu et de poser une question. Monsieur, la guerre ne cherche-t-elle pas à dominer alors que l'art cherche à émanciper? Alors absolument pas. Et je vais vous prendre un exemple tout bête comme ça, que j'ai cité dans mon discours, la propagande. La propagande, c'est de l'art. Car l'artiste met au service son art d'une idéologie. Et l'art, dans ce cas précis, domine. Il domine, monsieur. Il ne fait que ça. Il domine et il convainc. C'est vraiment triste que vous n'ayez pas écouté Thomas qui vous a déjà répondu à la question du consentement, parce que lorsque vous passez devant une affiche de propagande, monsieur, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Voyez-vous, lorsque moi, par exemple, je viens pour vous écouter lors d'un discours comme le vôtre, je choisis de venir et de vous écouter. Vous n'imposez pas votre art, c'est moi qui décide d'aller vers lui. Eh bien, je vais avoir la même réponse qu'Arthur. Moi, je n'ai pas votre prétention, votre regard paternaliste sur les choses qui dit « Oui, lui, il ne va pas être influencé par ça ». Moi, je n'ai pas ce regard globalisant. Vous l'avez. Moi, je pense que quelqu'un qui regarde une statue en Corée du Nord, qui fait 36 mètres de haut, qui voit son grand dictateur faire un petit coucou comme ça, eh ben, il va l'apprécier. Merci beaucoup. Charles, je vais maintenant demander du côté de Parole de Hyène, toujours sur le sous-thème l'art et la guerre, Anis. L'art, c'est un faux départ, un peu mieux faire, un réessaye ce soir. Mon art, la première fois qu'il a plaidé, il aurait pu vous inciter à la mort, mais il a stressé. Alors il a parlé de lui. La deuxième fois qu'il a plaidé, il aurait pu vous inciter à l'amour, mais il a stressé. Alors il a parlé de lui. Et aujourd'hui, il pourrait vous inciter à la guerre, mais il est en train de stresser, donc je vais parler de moi. Ça fait 10 ans que je l'endure, ce schéma, avec les mêmes photos dans cette même poche de costume. Celle de mon ami noyé dans la Seine à Évry-Courcouronnes il y a 10 ans de cela, et celle de quelques proches aussi partis trop tôt. 10 ans que j'endure cette pression avec cette même œuvre d'art dans ma poche. Et vous savez quoi? Cette œuvre d'art, elle aurait pu m'inciter à la guerre. Mais je n'en ai pas envie. Non. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pourrais faire parler ma haine et tous vous tuer juste pour satisfaire ce manque que j'ai de ne plus les revoir. Mais lorsque j'actionnerai la détente, alors qu'est-ce que je dirais? Que ce n'est pas moi qui les ai tués? Peut-être la photo? Peut-être être l'art qui est l'arme? Et quel message j'enverrai alors? Celui de dire que aujourd'hui, le seul moyen de s'exprimer, de s'en sortir, c'est forcément par la violence? C'est forcément par le meurtre? Non. Mais c'est ça que vous défendez, vous, aujourd'hui. Parce que l'art n'est pas une arme.
La solution, c'est de comprendre que l'art, ou du moins ces photos, ce sont un moyen, une force. Un moyen que j'ai de les garder près de moi pour pouvoir compatir avec l'homme que je croiserai qui pleurera ses morts à Gare du Nord, au moment où je pourrais lui poser ma main sur l'épaule et lui dire « Moi aussi, je sais ». C'est la force pour avancer que j'ai. Mais lorsque j'avance, le pied qui va devant l'autre, c'est moi qui l'actionne. Ce n'est pas l'œuvre d'art. Parce que la vérité, c'est que la vraie arme, c'est nous. C'est l'homme. Et il est encore plus dangereux de justifier la guerre par le biais de l'art. Parce que l'art se traduit par le silence, par la fissure, par la déchirure de l'homme. On ne peint pas une guerre comme on la planifie. On ne compose pas une symphonie comme une prépare une attaque. L'art, c'est un ensemble d'échecs, de tâtonnements. L'artiste, lui, ne conquiert pas, il ne calcule pas, il propose et n'impose rien. Il s'engage, peut-être, pas pour convaincre, mais pour témoigner, lui. Et alors, s'il existe un seul art de la guerre, alors levez-vous, parce que moi, Anis Benasser, à l'aide de mon art, je vous la déclare alors la guerre. Mais où sont-ils? Les cris, les cadavres, les orphelins, ceux à qui il manque de jambes, la famine, les éventrés, les pleurs, le sang qui coule, ceux qui plongent dans l'océan sans même savoir nager, parce que là c'est la mort ou la mort. Où sont-ils dans cette salle? Non, parce que c'est ça la guerre. Et certains pensent la connaître assez pour pouvoir justifier qu'aujourd'hui il existe un art dans tout ça. Mais en fait, vous tentez d'enjoliver. Oh, regardez-les, les pauvres, ils sont au bord de la mort, mais ils chantent. Et puis lui, il a plus de jambes, plus de famille, il est à 2 doigts de se mettre une balle dans le crâne, mais il peint. Et puis lui, il prépare soigneusement son plan pour encercler, décapiter chaque enfant, violer chaque femme qu'il croisera. Purée, mais comment vous faites pour ne pas voir l'art dans tout ça? Et j'espère que vous ne le voyez pas, l'art dans tout ça. Parce que nous, on voit des peuples qui souffrent. On voit des peuples qui essayent de survivre. Alors s'il vous plaît, ne vous appropriez surtout pas la guerre pour essayer de justifier une position plus que bancale. Parce que la guerre, c'est pas forcément des cris et des explosions. La guerre, c'est silencieux parfois. Et moi, ma guerre, elle alterne entre Évry et l'Algérie. Elle a commencé quand je suis tombé très bas et qu'il n'y avait plus que mon moi intérieur. Quand papy, en dépression, alternait entre lit et litre de bière. Ma guerre à moi, c'est quand mon père m'appelle bourré et que je ne comprends même pas ce qu'il dit parce qu'il n'articule pas, au lieu de me demander si ça va. Ma guerre à moi, c'est précarité étudiante qui intervient le 6 du mois pour te dire que tu n'as plus rien à manger. Mais si mon art était une arme, alors comment ça se fait que malgré les textes que j'ai rappés, ceux que j'ai déclamés, les soirées que j'ai passées à dessiner, les statues que j'ai passées à graver, je vous le demande, malgré tous les soirs que j'ai passés à crier au point d'en arriver à pleurer, pourquoi si mon art est une arme, alors rien n'a changé? Vous savez, j'ai compris une chose. En fait, on peut devenir ce qu'on veut. Sauf que moi, je suis en guerre perpétuelle, et ce depuis que je suis petit. Et l'art n'a jamais été et ne sera jamais une arme pour arrêter la guerre, parce qu'il n'y a pas de bonne manière pour gérer sa guerre. Alors, soyez honnêtes et n'utilisez pas l'art pour justifier le sang qui coule et donner une légitimité au bourreau que vous êtes en train de défendre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais donc demander à son contradicteur de bien vouloir se lever, aller au milieu et poser une question. Alors, depuis le début, vous nous dites et définissez l'art comme parfaitement subjectif. Mais ne pensez-vous pas que ce sont les effets de l'art qui résonnent subjectivement et pas la qualification de l'art en elle-même? C'est une question très intéressante. Ce ne sont pas les effets de l'art, parce que vous oubliez encore une fois l'homme dans tout ça. Parce que si l'art était réellement l'arme, alors je vous le demande, pourquoi est-ce qu'on ne fait jamais le procès d'un pistolet? Pourquoi est-ce qu'on ne fait jamais le procès d'une peinture? On va toujours faire le procès de l'homme, de l'artiste. Alors à la limite, dire que l'artiste est une arme, peut-être on aurait pu s'entendre, mais justifier que ce sont les effets de l'art qui peuvent agir comme une arme, ça c'est une grosse erreur. Donc, selon vous, l'art ne dépend pas de la technique, mais de votre morale.
Dans ce cas-là, vous n'êtes pas un critique d'art, vous êtes juste un juge religieux qui impose sa subjectivité au monde. Alors, je ne vois pas à quel moment est-ce que j'ai dit ça. Je pense que vous vous méprenez, mais parce qu'en fait, vous voulez juste pas comprendre que l'art, bien sûr que c'est subjectif à chacun. Et encore une fois, on vous explique l'idée du consentement à laquelle vous ne voulez toujours pas répondre parce que, monsieur, vous avez toujours le choix, lorsque vous êtes confronté à une œuvre d'art, de faire des recherches, d'approfondir, de comprendre. Vous me parliez tout à l'heure de la personne qui voit la statue en Corée du Nord, mais cette personne, elle n'a qu'à un petit peu se renseigner peut-être sur l'histoire de son pays. Cette personne, peut-être même si vous faites cette tête, parce que je sais ce que vous allez vous dire, il y a un manque peut-être d'informations cruciales. Mesdames, Messieurs, il est temps de suspendre l'éloquence. Un instant de raison. Place aux chiffres. Pour les duels, Yacine 1, Inès 0. Arthur 1, Thomas 0. Harris 1, Charles 0. Anis 1. Les chiffres sont injustes car vous avez été fantastiques, tous. Néanmoins, nous avons une mission. Alors je vais la mener jusqu'au bout pour ma part. Meilleur orateur. Anis. Meilleur orateur dans l'affrontement. Arthur. Et la cohérence d'équipe. Nous avons trouvé que l'équipe la plus cohérente était Parole de Yann. On va vous expliquer un petit peu nos choix, même s'ils étaient très difficiles à faire. Moi, je vais commencer sur le meilleur orateur pendant l'affrontement. C'est Arthur. Tu as fait une très bonne interpellation. Tu as fait face aussi à une très bonne interpellation de Thomas, je tiens à le dire. Voilà, tu as répondu avec vivacité, avec une certaine improvisation qui nous a plu. Donc voilà pour ça. Alors, s'agissant du choix qui a été le nôtre, en l'occurrence du meilleur orateur, à Nice, ce qui nous a emporté, même si vous avez tous et toutes été excellents et excellentes. Alors, ce n'est pas des propos de circonstance, parce que je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi et être dans le simulacre et l'artificialité. Hein. Quand on essaye de dire les choses, on doit les dire avec sincérité. Donc, je disais à mes amis et à Madame la Présidente que j'étais à des années-lumière de ce que vous êtes capables de faire les uns et les autres à votre âge. J'avais peur de mon ombre et donc vous voir vous exprimer ainsi les uns et les autres, l'une et les autres, c'était vraiment remarquable. Et à Nice, pour en revenir à toi, ou à vous, je ne sais pas ce qu'il faut dire, on avait vraiment le sentiment que ce que tu nous transmettais, c'était ta vie, une authenticité, que tu ne jouais pas la comédie. Quand je dis ça, je ne dis pas que les autres ont joué la comédie, et qu'à chaque moment, tu étais capable de rebondir en toi, à l'extérieur de toi, pour nous emporter et traiter le sujet. Et toujours avec beaucoup d'émotion et d'authenticité, et comme nous le sommes dit, enfin,
on aurait pu t'écouter encore pendant quelques dizaines de minutes supplémentaires. Voilà. Troisième point sur la cohérence d'équipe. Ça a été très difficile, très honnêtement. Vous êtes deux trios qui paraissent... Enfin, vous dégagez une certaine union. On l'a vu juste avant les résultats, vous étiez enlacés à Strasbourg. Il y a quelque chose qui est très joli à voir, à regarder. On l'a donné à Évry parce que c'est un tout. C'était compliqué, franchement. Mais on vous a senti, vous répondiez entre vous aussi. Strasbourg aussi, vous l'avez fait. Vous vous êtes cités nommément les uns les autres. Vous l'avez fait aussi. Et on l'a beaucoup apprécié. Et voilà, c'est une dynamique de groupe qui nous a plu. Alors donc, il faut que vous veniez chercher la coupe. C'est quand même essentiel. Donc vous avez gagné, c'est vous. Il y a un capitaine comme dans les équipes de foot où... Est-ce que je peux me permettre quelque chose? Je suis désolé. Ryan Jenna-Ossine, est-ce que tu peux venir avec nous s'il te plaît? Oui. Parce qu'il est dans l'équipe, juste aujourd'hui il n'a pas plaidé, on plaide par 3, mais il est effectivement dans l'équipe, il a plaidé par exemple en demi-finale. Bon, il y a peut-être une chose que j'aimerais bien partager, c'est la difficulté réellement qui est d'organiser un événement comme celui-ci et puis tous ceux qu'il y a eu avant. C'est quelque chose, je pense que JO nous rejoindra sur ça, dont on se rend mieux compte à mesure qu'on avance dans la compétition et que c'est une difficulté non seulement logistique, organisationnelle, mais aussi humaine, parce que derrière chaque équipe, il y a des personnes tout simplement avec lesquelles il faut interagir au quotidien, pour le meilleur comme pour le pire. Parfois c'est très difficile. Donc rien que pour ça, je pense qu'on peut sincèrement applaudir la fédération qui a organisé cet événement. Madame Barnakian, Tristan, Inès, Marion, merci vraiment. Merci à Thomas Bouvard aussi pour la régie, pour la caméra. Forcément, toutes les personnes à chaque fois qui se déplacent et sans qui ces événements-là n'auraient pas de sens, parce que parler tout seul, c'est triste, honnêtement. Et en réalité, les personnes qui apprennent le plus dans ces événements-là, c'est nous, c'est même pas vous. Et donc rien que pour ça, merci de donner naissance à ces événements, que vous soyez en présentiel ou derrière les caméras. Franchement, continuez et n'hésitez pas même à participer l'an prochain. Merci. Merci Thomas, merci Ryan, merci Anis. Si c'était à refaire, on le refera. Voilà. Moi, je voulais juste faire une petite aparté très rapidement, pas forcément pour les gens qui sont ici, même s'il y en a qui viennent d'Evry, c'est plus pour derrière les caméras. Bon, sincèrement, moi, je suis vraiment très ému parce que ça fait quand même, moi, 5 ans personnellement que je fais de l'éloquence et ça fait 5 ans qu'une compétition comme celle-ci, on rêvait de la toucher du doigt. On a énormément travaillé, on a passé énormément de nuits blanches, on s'est disputé, on s'est rabiboché, on est passé par plein d'étapes et si j'ai juste un message à divulguer à ma ville personnellement, donc Évry dans le 91, c'est une petite banlieue, c'est une ville qu'on considère comme un quartier populaire. Il y a beaucoup de quartiers dont moi-même je suis issu, le quartier des Pyramides, et c'est des milieux qui sont un peu défavorisés, auxquels on ne donne pas forcément la parole aux jeunes, on ne les incite pas forcément à aller vers de l'avant, on les dirige souvent vers des bacs pro alors qu'ils pourraient faire du général, ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent dans la vie. Donc moi j'aimerais juste la dédicacer cette coupe à toutes les personnes qui viennent d'Evry. Vous n'êtes pas restreint dans le carcan dans lequel on voudrait vous enfermer, vous pouvez faire des grandes choses, croyez en vous, nous on l'a fait, vous pouvez le faire. C'est pas facile d'être d'Evry et d'arriver à Paris et on se rend pas compte de ça. Tellement d'années on s'est battus nous pour arriver là dans le cercle parisien et d'affronter les écoles parisiennes. Aujourd'hui, c'est fort
parce qu'on est entre non-parisiens et on est en finale. Donc bravo aussi à EJO. Il y a une semaine, pour fêter la victoire, on disait ici c'est Paris. Je crois qu'aujourd'hui, ce soir, ici c'est Évry. Moi, visiblement, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est merci à mon équipe, parce que sans eux, ça n'aurait pas du tout pu être possible. On s'est composé comme ça à 4, sans même savoir que le championnat se faisait à 3, avant même de le faire. En vrai, merci les gars, parce que sans vous, ça n'aurait pas pu être possible. On s'est beaucoup chamaillé, comme l'a dit Anis, comme l'a dit Yacine. On s'est tapé sur la tête pour même juste savoir où est-ce qu'on devait écrire nos plaidoiries, si c'était sur le GDoc ou sur page. Donc vraiment, c'était une aventure incroyable. Je voudrais remercier aussi encore une fois Valentine, on a beaucoup fait chier pendant ce championnat. Merci Évry encore une fois, merci à tous. Merci à Malik pour tout ce que tu as fait, merci d'avoir jugé. Merci à Mathis et merci à vous surtout de nous écouter ce soir. Je pense que Parole d'Ayen, c'est juste une page qui, dans le grand livre de l'éloquence. Donc, et ce livre-là, vous en faites partie aussi. Donc merci à vous aussi, Strasbourg. Allez, pour vous faire plaisir, même si... Bon, c'est pas ce que j'aime faire, mais... Voilà.